peut venir sur circuit avec le permis ou sans le permis. Le plus grand danger sur un circuit de vitesse, c'est les différences de rythme. Mais par contre, un débutant qui vient rouler la première fois sur circuit, il se met en débutant. L'erreur la plus risquée, c'est de se dire que je vais finir mes consommables sur circuit. Salut à tous, bienvenue sur FDUP saison 2. Aujourd'hui, épisode spécial, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur circuit? Et c'est Loïc qui nous accueille. Générique. Bonjour à tous, bienvenue sur FDUP. Je m'appelle Alexis, je suis toujours accompagné de Ludo. Et comme Ludo le disait à l'instant, on est en présence de Loïc aujourd'hui qui nous accueille sur le circuit de Haute-Saintonge. Salut Loïc. Avec plaisir, bonjour à tous. Loïc, donc gérant d'une société qui s'appelle Vitesse Performance. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux phrases ce qu'est la raison d'être de Vitesse Performance? Alors Vitesse Performance, en fait, c'est une société que j'ai créée maintenant il y a plus de 13 ans. C'est une société en fait qui permet d'organiser des journées de roulage sur circuit en moto et aussi d'organiser des stages de pilotage sur ces mêmes circuits. D'accord, et donc c'est la raison de notre présence ici, puisque du coup on a été conviés par l'équipe de Racer Garage à faire notre première journée de piste. Et Ludo et moi, c'est la première fois qu'on débarque sur un circuit, et donc on s'est dit, il y a peut-être des gens qui sont dans le même cas que nous, et ce serait intéressant de profiter de ton expérience pour essayer non seulement d'expliquer comment ça se passe une journée de piste, mais aussi et surtout de parler des erreurs de débutants qu'il ne faut pas faire, et aussi peut-être de démystifier certaines croyances qui peuvent traîner et qui sont pas forcément... Les légendes urbaines. Exactement. À éradiquer d'urgence. Tout à fait. Avant de s'attaquer du coup à ces erreurs de débutants, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, Loïc, et ce qui t'a amené aujourd'hui à organiser ce type de journée? Alors en fait, moi j'ai un parcours qui est très atypique. Je viens des sciences de l'ingénieur, donc qui n'a rien à voir avec la moto. Passionné de moto depuis très longtemps, mobilette, moto sur route. Et ensuite j'ai passé un diplôme de STAPS. Donc en fait j'étais prof de PS, donc beaucoup sur la pédagogie, tout ça. Et enfin j'ai tout relié. J'étais aussi directeur de centre de vacances avec des colos, tout ça. Donc les enfants, et j'ai enfin réussi à tout relier. Et donc j'ai passé le brevet d'état moto. Donc je suis éducateur sportif. Donc je suis professionnel de l'activité moto. C'est toute l'année où je fais où j'organise des journées de roulage sur circuit. Donc c'est vraiment mon métier. Et du coup ça me permet d'avoir cette communauté de motos qui, autant des débutants que des experts, qui viennent rouler sur circuit, de leur proposer donc des journées de roulage, mais aussi des stages, donc de tout ce qui est formation, pour que ils puissent venir rouler en toute sécurité et prendre du plaisir. Ok. Bon, ma première question, ce serait d'abord sur ton panel de futurs pilotes, ou en tout cas de débutants qui viennent te voir sur circuit. En gros, c'est qui? Alors en fait, on a vraiment de tout. Ça va de l'étudiant qui a une 500 CB, très peu de moyens, qui veut vraiment s'éclater sur le circuit parce que la route aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Et jusqu'au chef d'entreprise qui peut avoir les moyens avec une moto à 50 000 euros. Voilà, donc c'est un panel qui est très 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 large. On a des motos anciennes, des nouvelles motos, des motos récentes, et on a vraiment et ça switch. On peut avoir des motos anciennes avec des jeunes qui sont dessus parce que leur père les bricole et du coup ils mettent les enfants dessus et tout ça. Et on peut avoir des motos super récentes avec des pilotes débutants qui ont 60 voire 70 ans. Un jour j'ai eu Robert 77 ans, et il a fait son premier run. Et il m'a dit j'ai plus que ça à faire dans ma vie et je fais quoi. C'est trop bien. Incroyable. Il n'y a pas de limite par contre sur ou de cylindrée minimum plutôt? Alors en cylindrée minimum on est quand même sur une 125. 125 pas en dessous. 125 cm3. Après en tant que débutant on va aller jusqu'au 1000, mais on fait très attention après justement à ces différences de cylindrée. Par exemple au briefing le matin pour tous les pilotes, s'il y a une 125, en plus généralement c'est aussi lié à l'âge, donc plutôt assez jeune, je le précise aux autres débutants qui vont avoir une vitesse de pointe plus grande, et donc du coup de faire très attention à la 125. Et généralement ça se passe très bien. Parce que la cohabitation sur la piste, j'imagine que c'est un sujet. Là, on parlait un petit peu de machine. Est-ce que, typiquement, dans la façon de préparer sa moto ou de venir avec une moto sur circuit, est-ce qu'il y a justement des erreurs à ne pas commettre, ou des choses que tu vois, toi, qui sont des vérités qu'il faut rétablir? Abattre ou rétablir, tout à fait. Des fausses vérités, je voulais dire, à abattre. Oui, en fait, il y a pas mal de choses qu'on voit. Il y a beaucoup de bien, il faut le préciser, mais il y a aussi beaucoup de moins bien. Et là, on est sur des erreurs à ne pas commettre.
Les premières choses, ça va être de penser qu'on peut avoir une moto qui n'est pas adaptée tout de suite pour la piste parce qu'on m'a dit que ma moto n'était pas adaptée. C'est faux. L'erreur, c'est de ne pas se faire confiance avec sa moto. On peut venir avec sa propre moto de route. Tout à l'heure, on parlait du panel de pilote, mais on a aussi un panel de moto. On peut avoir une moto de 90 en très bon état avec les consommables et venir rouler sans aucun problème. On peut avoir une moto qui est récente, mal entretenue et qui va être un danger sur la piste. Donc du coup, on peut venir avec sa moto. La seule chose qu'on va demander, c'est des consommables en bon état. Plaquettes de frein, disques, keychain, pneus. Et ensuite, tout ce qui va être aussi purge, donc on va dire du liquide de frein en bon état, système de refroidissement en bon état. Et la seule chose qu'on va demander, on va dire physiquement de faire, c'est d'enlever les rétros ou de les rabattre. Et si on ne peut pas, on va scotcher les miroirs sur les rétros pour pas regarder derrière. Sur circuit, on regarde toujours devant soi. Il n'y a pas d'angle mort, on regarde toujours devant soi et on se retourne pas, bien sûr. D'accord. Et pareil sur les styles de moto, peu importe. Peu importe. On va éviter quand même tout ce qui est custom. Parce que le custom, on est d'accord que c'est garde au sol. Ouais, ça serait très drôle, mais on a des gardes au sol qui sont très basses. J'ai eu par exemple de la Diavel. La Diavel sur circuit. On n'imagine pas que c'est une moto qui va sur circuit. Et ben, elle est venue. Il était en stage de pilotage, ça s'est super bien passé. Au bout de à la fin de la journée, il touchait les genoux. Bon, il n'y avait pas que les genoux qui touchaient, hein. Il y avait pas mal de choses qui touchaient sur la moto. Mais on n'est pas du tout sur un style vraiment type sportive ou hyper sportive. Donc toutes les motos, mis à part custom, trail, GT, sportive, hyper sportive, roadster. On a de plus en plus de roadster. Donc toutes ces motos accessibles, vraiment, il n'y a aucun souci. Pas de modèle favori, on va dire. Non, après toutes les marques, hein, bien sûr. Hein. En plus, il y a de plus en plus de nouvelles de marques. Racer Garage qui fait les marques genre CF Moto qui commencent à monter. Les MV Agusta qui sont assez reconnus. Il y a aucun, nous on n'est pas sectaire, on accepte tout le monde. Du moment que la moto elle est en bon état, moi je suis ravi pour tout ça. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup avec Ludo parce qu'on a un peu cette marotte autour des motos chinoises. On nous critique aussi un peu pour ça, mais en fait, typiquement CF Moto, on en a parlé dans un épisode là, il y a quelques semaines, se met à sortir des petites motos sportives qui deviennent hyper accessibles et finalement ça peut aussi peut-être lever quelques barrières par rapport à certaines personnes qui disaient oui, si j'ai pas un R6, je peux pas aller sur piste, quoi. C'est exactement ça en fait, le problème qu'on a eu pendant, quand j'ai commencé en tout cas il y a plus de 15 ans, c'est qu'on avait un fossé entre le 500 CB avec la moto avec laquelle j'ai commencé et tout de suite le 600, voire le 1000. Avant le 500 CB il n'y avait rien, on avait la 125 mais il n'y avait pas de cylindre entre les deux. Alors il y a eu quelques Kawa, tout ça, 300, 400, SUS, tout ça, mais c'était pas fait vraiment pour la route ou pour la piste. Du coup, là, avec toute cette génération, avec les nouveaux permis moto aussi, eh ben, on a de plus en plus de nouveaux qui viennent, de débutants, et qui se mettent à la piste avec ces CF Moto à 450. Il y en a une juste là. Voilà, juste à côté. Et j'ai des clients même qui achètent ce type de moto, qui sont beaucoup plus accessibles, moins chers déjà pour l'entretien et tout. Et puis surtout, comparé à un 1000, hyper sportif, et ben ça arrache pas les bras dès qu'on accélère. Donc on est plus en sécurité et après si on veut évoluer, il y a tout le panel 500, 600, 1000 voilà. Donc là pareil, légende urbaine à faire sauter, c'est peut-être par rapport à la cylindrée, peut-être qu'on apprend mieux sur une plus petite cylindrée, je sais pas. Ouais, c'est exactement ça. Et pourquoi mon tuteur de stage à l'époque au brevet d'État m'a toujours dit la meilleure école c'est la 125. On commence avec une 125. Pas plus tard que hier, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit j'hésite entre le 600 et le 1000. Et je lui ai parlé du 125 parce que je loue un 125 pour déjà juste commencer. Et aujourd'hui, il a fait du 125 et en fait, il est ressorti avec une banane. Alors oui, ça va pas vite, mais par contre, il a pu déhancher, il a pu poser le genou. Et voilà, on n'est pas du tout sur le cadre du 600 ou du 1000. Voilà, l'erreur à ne pas commettre, c'est tout de suite d'aller acheter un 600 ou un 1000 quoi. Ouais, parce que j'imagine que ça permet aussi de ne pas se faire déborder par les capacités de sa moto qui nous emmènerait trop loin parce que les limites sont bien au-delà des nôtres, quoi. Ouais, on atteint les limites très facilement, le risque il est là, quoi. Donc il y a quand même l'électronique qui est bien aujourd'hui, peut-être un peu trop. Alors ouais, certains pensent que l'électronique empêche de chuter. Bon, je vous rassure, non. Et non, Jamy. Et non, Jamy. Non, c'est toujours le problème entre la moto et le pilote. Voilà, il est là, le bug. Non, les petites motos sont très bien. Après, quand on évolue, c'est très bien aussi de passer sur un 600 à 1000 pour juste déjà voir ce que ça donne. Commencer sur un 1000, c'est tout à fait possible aussi.
Hein, on peut dire que non, tu vas t'arracher les bras, tu vas tomber. Non. L'électronique, on peut commencer déjà en bridant la moto. S'il n'y a pas d'électronique, eh ben, ça se fait plutôt via un stage de pilotage. On va maîtriser sa moto avec des faibles allures et au fur et à mesure, on met le rythme grâce à la technique. Okay. Tout à l'heure, tu parlais d'équiper sa moto pour venir sur piste. Justement, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre dans ce domaine-là ? L'erreur vraiment la plus risquée et la plus répandue qu'on peut avoir, c'est de se dire que je vais finir mes consommables sur circuit. Même un débutant qui n'est jamais venu sur circuit, il s'inscrit et il se dit bon ben voilà, mes pneus ils ont 20 000 km, on voit un petit peu les témoins mais pas trop, mais bon je vais pas racheter des nouveaux pneus pour la piste parce que je vais essayer qu'une seule fois et si ça me plaît je vais peut-être continuer. Et là en fait c'est un très grand danger. Et ça peut être tentant, hein, parce que c'est vrai que... financièrement, oui. Ouais. Bah oui, on va finir ses pneus. Le problème, c'est qu'en fait, on va à l'extrême sur circuit. On va plus à l'extrême que sur la route. Donc, du coup, ça va s'user beaucoup plus vite. Et puis, tout ce qui est usure, ça va être prononcé très vite. Et là, on va avoir des chutes vraiment toutes bêtes, quoi. Surtout si tu as la gomme en V déjà, tellement il est rongé, tu vas avoir des crans. Et puis, plus on évolue, donc si ça, on arrive déjà donc là, je parle des pneus, mais ça peut être les plaquettes de frein. Il me reste plus beaucoup de plaquettes de frein, je vais les finir sur circuit. Le problème, c'est que ça va se manger très vite, puis à un moment donné, il n'y a plus de frein. Donc, il n'y a pas de lien entre la route et la piste. Enfin, ils ont beaucoup de mal, certains, à faire ce lien, que c'est pas la même chose. Et on a aussi le problème de, on commence la piste, on est débutant, ok, je vais finir mes gommards, tout ça, puis au bout d'un moment, pour des questions financières, on arrive en moyen confirmé, et là, on va essayer de retourner le pneu. Donc en fait, les circuits, pareil, les circuits tournant le plus à droite, on use plus les côtés droits. Donc du coup, on se dit, là, il est un peu usé à droite, mais bon, à gauche, il est nickel. Et du coup, on va le tourner. Le problème, c'est qu'à gauche, il va être usé. Putain, et là, on a des chutes à cause de ça. Et en plus, sur le dessin du pneu, il y a, alors certains non, mais on est plus racing, ils ont des flèches. Donc les ingénieurs se sont pas fait chier à avoir mis une flèche pour le retourner. Mais tu as des anecdotes de gars comme ça, de gars ou de nanas d'ailleurs, peu importe, qui sont pointés comme ça à la one again, avec des motos rincées, ou qui t'ont dit ça te dérange pas si je viens fumer mon gommard sur ta piste, ou je sais pas. En gros, ouais, ils viennent pas pour nous le dire, mais en fait on le voit parce que quand les pilotes arrivent, donc le matin on fait le briefing, après on les envoie par session, par catégorie de niveau, et du coup là on leur fait quand même une vérification, que ça soit le casque, donc la jugulaire pour voir s'ils l'ont bien attaché, la dorsale, et puis tout simplement les bracelets de catégorie. Et là on voit quand même les motos. On les inspecte pas parce que c'est pas notre rôle. Chaque responsabilité est propre à chaque pilote. Oui, il y a une assurance pour chacun. Et puis c'est surtout qu'ils doivent être responsables de leur moto. On peut pas enlever, on peut pas être la maman et le papa de tout le monde, quoi. Donc du coup, on regarde les motos. Et il y a des motos, encore ce matin, sur la journée de roulage, on voit qu'il y a une fuite quelque part. On ne sait pas si c'est de l'eau, on ne sait pas si c'est de l'huile, mais il y a une fuite. C'est pas normal. La personne, elle va nous dire non, mais c'est pas grave, j'ai fait la purge hier. S'il y a une fuite, c'est qu'il y a un problème. Ouais, et surtout le gars derrière qui se fout en l'air parce que voilà. Exactement. Donc ça n'a pas roulé. Donc nous, on arrête, on check ensemble, on regarde. Non, là, il y a un problème, il faut arrêter et il faut le régler. Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on peut être aussi tenté de se dire, bon, j'ai une machine de route qui n'est pas forcément des choses qui sont hyper sportives, on peut être aussi tenté de dire, je vais modifier un petit peu l'équipement, mettre des pièces détachées qui sont un peu plus racing pour qu'elles se comportent mieux sur piste. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Alors en fait, c'est une question de budget. C'est tout simplement une question de budget. Si vous n'avez pas de budget et que vous avez quand même envie d'essayer la piste, venez avec votre propre moto. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous enlevez les rétros, vous les scotchez, consommable en bon état, on y va. Après, si vous avez du budget, effectivement, on peut commencer. Donc, la première chose, pour moi, le plus important, c'est les pneus. On va plus prendre, au-delà des pneus route, des pneus type sport route, voire vraiment piste. Après, il y a les durites Avia. Ça, beaucoup de motards savent ce que c'est. C'est ces durites qui sont tressées et qui permettent qui empêchent le gonflement quand ça devient de plus en plus chaud avec le nombre de freinages qu'on fait sur circuit. Donc ça, c'est intéressant. Après, tout ce qui est commande reculée, les polis sur la moto, les pots d'échappement qui font énormément de bruit, tout ça, c'est pas utile en soi pour commencer la piste. Voilà. D'ailleurs, l'échappement, tu nous en parlais tout à l'heure, ça peut être aussi une vraie erreur de débutant de se dire je vais mettre un échappement racing. On
on a un gros problème en France, malheureusement, je pourrais rien faire pour l'éviter, c'est le bruit. Le bruit, la moto, elle est pas vraiment reconnue comme elle devrait, comme en Espagne. En Espagne, ils ont aucun problème de bruit, ils font tout le bruit qu'ils veulent. C'est 95 décibels et le problème c'est que beaucoup de motards de route viennent avec leur moto de route avec un échappement modifié. On est très peu contrôlé sur les décibels sur route, faut l'avouer quoi. Ça existe, mais moi je connais pas un copain motard qui s'est fait contrôler pour le bruit. Ouais, si on n'est pas à Paris, c'est clair. Bon voilà, j'en connais Devant chez tes parents. C'est vrai. Ouais. Et il m'a dit j'ai même pas besoin de sonnette parce que je lui ai dit, attendez monsieur, vous allez me verbaliser sur la base de quoi? J'ai même pas besoin de regarder plus loin, c'est pas l'échappement d'origine. Par définition, c'est pas réglementaire. Et le bruit au jugé, je lui dis écoutez, vous voyez là, il y a une Harley qui vient de passer, et là vous dites rien, il dit bah ouais, mais le problème c'est que sur la carte grise, il y a le nombre de décibels qui correspond au bruit qu'elle fait d'origine déjà. Donc c'est c'est vrai que c'est toujours un peu touchy comme sujet quoi. Donc là on est plutôt sur la route, après sur la piste on se dit ouais je vais mettre un échappement, comme ça je peux faire un peu ce que je veux. Non, ça c'est une erreur de débutant. Sur la piste, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles qui sont pour la sécurité et surtout pour empêcher que la préfecture, tout simplement, nous interdise de rouler. Parce qu'en fait, il y a des plaintes qui sont déposées par les riverains parce que pour eux, ça fait trop de bruit. Les riverains qui étaient là avant le circuit? Alors ça, c'est grand débat. Non, ça c'est... Alors, la poule. Ouais. Et qui a dégainé? D'ailleurs, il y a des contrôles sonomètres systématiques. Et en plus, tu peux te faire refuser l'accès si jamais tu fais trop de bruit. Un échappement qui fait trop de bruit, donc plus de 98, c'est 95 décibels avec 3% de marge, donc on est à 98. Par exemple, un échappement qui passe à 100, 102, la personne ne peut pas accéder à la piste. Il doit se mettre en conformité. S'il se met en conformité, il revient. On fait autant de prises de sono qu'on veut, quoi. C'est ça, il n'y a pas de souci. Le circuit est justement demandeur à ce que les participants viennent faire contrôler leur moto pour qu'ils aient tout simplement une référence. On n'a pas de sonomètre chez nous. J'en ai vu, l'erreur à ne pas commettre, c'est de prendre son téléphone portable, télécharger. Ah mais je l'ai eu, de télécharger l'application. Non, mais moi, j'étais à 88. Et le sonomètre Parkside, on en parle ou pas? Parce qu'ils l'ont sorti. Eh voilà. Oui. Donc voilà, ça je l'ai déjà eu. Et en fait, nous, on a un sonomètre qui est agréé par la Fédération française de moto. C'est un contrôleur technique de la FFM qui fait tout ça. Et c'est réglé, quoi. Et puis on est d'accord que ça apporte rien d'avoir un échappement sans chicane, nécessairement par rapport à la performance pure. Bof. Alors je nuance. Oui et non. Oui et non. En débutant, absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne gagnera pas en performance. D'ailleurs, on ne recherche pas la performance en débutant. On recherche plus la sécurité, le plaisir pour rouler. Et après, effectivement, quand on commence à rentrer dans de l'élite, effectivement, on ne met pas de chicane parce que ça, on en parlait tout à l'heure, ça prend un peu les performances. Effectivement, ça essouffle le moteur, tout ça. J'ai déjà vu aussi des moteurs cassés au Mugello dans la ligne droite. J'avais emmené un client au Mugello, il avait l'habitude vraiment de mettre les chicanes, et du coup au Mugello on n'était pas obligé de mettre les chicanes parce que c'est un autre pays, c'est l'Italie, donc voilà c'est pareil. Et il a cassé son moteur parce que ça avait trop étouffé le moteur. Mais là on est sur une ligne droite de je sais plus combien de mètres, voire peut-être 1 kilomètre, je ne sais plus, mais on n'est pas Haute-Saintonge où là la ligne droite fait 600 mètres, donc on n'a pas ce problème de performance. Donc là on est vraiment dans les normes françaises. Pour finir du coup sur cette histoire de bruit, j'ai vu dans les mails qu'on a reçus donc avant la journée de demain là, de roulage, il y a certaines motos qui, même d'origine, ne sont pas acceptées, c'est ça? Ouais, en fait c'est un truc de fou ça. Il y a quelques années, tous les échappements modifiés, on leur demandait, si ça ne passait pas, de remettre l'origine. Et là on est arrivé sur un effet inverse, un échappement d'origine qui fait vraiment trop de bruit, donc la 1000 CBR, la nouvelle génération, et les Ducati avec un V2, qui font, je crois, on est sur du 102-104 dB d'origine. Donc là, on est très loin des 95 décibels. Et du coup, on leur demande de modifier l'échappement d'originiser. Exactement. Et avec des pots qui ont été prévus pour
pour C'est ouf. arriver à 95. Ça, c'est incroyable parce que c'est des motos qui sont faites pour le. Enfin, c'est des motos de Homologué route. performance, quoi. Et donc, en fait, c'est des motos qui ont toute vocation à finir sur un circuit. Et là, on se dit, bah, en fait, ton hyper sportive, là, bah, désolé, mec, tu vas me mettre une bride parce Tu que. roules pas. Attends, Problème des constructeurs. Ils sont Euro 5, Euro machin, ils sont déjà surétouffés avec des boîtes à fumer, mais comasses. Tu dis comment c'est possible en fait ça Problème constructeur. Alors après, il faut savoir que la Fédération française de moto l'année prochaine est passée de 102 décibels en vitesse, je parle, en compétition à 95 décibels. Tout ça pour en fait montrer que ils prennent en compte le problème de bruit en France et pour éviter que tout simplement un jour l'État, je parle vraiment de l'État, dise écoutez, vos motos c'est bien, mais les thermiques c'est fini. Vous passez tous à l'électrique. Le problème, c'est qu'on n'a pas, bien sûr, on n'a pas de moto électrique aujourd'hui. On n'a pas. Non. Moi, je voudrais mettre en place des choses avec de l'électricité. On peut pas. On n'a pas les produits. Donc, du coup, on nous dirait arrêtez de rouler. Voilà. Donc, les constructeurs ont été invités. Alors, c'était au circuit Carole, c'est le circuit de Haute-Saintonge qui m'en a parlé. Il y avait apparemment Ducati, Yamaha, Honda. Enfin, il y avait pas mal de constructeurs où ils ont fait des essais avec le bruit de moto. Donc, ils commencent vraiment à se mettre dedans. Alors, après, est-ce que c'est un effet un effet d'annonce. Un effet d'annonce, mais je pense qu'il y a beaucoup de prise en compte, mais ça va mettre du temps. Ouais. Ça va mettre du temps. Là, on voyait, il y a Kawa qui sort une hybride sur une base de 650, si je dis pas de bêtises, qui fera autour de 70 chevaux avec un moteur de 9 kW à l'arrière. Donc je pense que ça commence, mais là on est vraiment sur les prémices du prémisse, comme tu dis. Il faudra plusieurs années. Ouais. Et du coup, pour revenir à notre thématique erreur de débutant, ne pas acheter une Panigale V4 ou une CBR RRR. Alors, si, puisque sur le site de Vitesse Performance, j'ai mis les liens où il y a des constructeurs qui ont fait des échappements qui peuvent passer à 95 décibels. Donc c'est quand même possible de venir avec ces motos-là. Par contre, Ouais. il faut passer à la caisse. Ouais. Voilà. On est sur du 1000 € je crois pour la Honda et 3000 € pour la Ducat. Et si on prend un peu l'officiel, je crois on est sur du 7000 €. 7000 € l'échappement. Pour des motos qui valent 20, 25 000, voire Ah, Ducat, 30 000, un peu plus, ouais. Ouais, c'est... 7000, waouh. 7000 ça fait une quand moto. même, ouais, ça fait quand même une... Je sais pas si on parle de SF moto, à mon avis, pas on en tant achète deux. C'est clair. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des sujets moto. Ouais. On va peut-être aborder l'équipement. Alors, ouais, côté équipement, qu'est-ce que tu déconseilles et surtout qu'est-ce que tu as vu d'horrible le jour de l'entrée sur la piste, quoi. Alors j'ai vu des débutants arriver, donc tout contents de venir rouler, mais pensant qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut et surtout venir de la route pour aller sur circuit. Arriver avec des bottines, des gants demi-saison ou semi-saison, je sais pas comment on dit sur la route, enfin des gants été, voilà, un casque modulable et un jean et un blouson textile. Comme au permis, quoi. Voilà. Dans l'idée, il est bien équipé pour aller sur la route. Sauf que sur circuit, ça se passe pas comme ça. On est vraiment sur la protection pure du pilote et c'est du consommable. C'est-à-dire que dès qu'on tombe, on doit être protégé. Donc une combinaison intégrale qui doit pas être trouée. Alors là, j'ai la fameuse anecdote du rôti. Un jour, c'est présenté en pré-grille, donc c'est là où attendent les pilotes qui vont rentrer sur le circuit, donc où on contrôle. Un pilote qui avait chuté et du coup qui avait fait des trous dans sa combi. Donc c'était pas des gros trous, mais on passait les doigts dedans. Et pour réparer, il a mis du scotch américain blanc. Sauf que sa combinaison est en noir, il les avait mis d'une certaine façon, où quand je l'ai vu arriver, j'aurais dit un rôti. Donc ça c'est une anecdote que je prends beaucoup pour faire parler aussi la sécurité là-dessus. On répare pas les combinaisons avec du scotch, on répare pas les bottes qui sont complètement ouvertes avec du scotch. Est-ce que ça se répare tout court en cuir ou alors ça se change? Ça se répare, ouais. Il faut aller chez des cordonniers tout simplement. Hein. Il y en a qui sont pas du tout spécialistes de ça. Pareil, un jour, je suis arrivé, c'était à l'époque à La Rochelle, je suis arrivé avec mon cuir qui était trouvé à un endroit. Je suis allé chez un cordonnier, mais vraiment, il avait jamais eu ça. Il me fait quoi? C'est un cosmonaute. T'es un cosmonaute? C'est quoi? Non, je fais de la piste. Il m'a collé et cousu un encart sur mon cuir et c'était nickel. Donc ça c'est ok en fait. Pas ouais, complètement. Du moins qu'il est réparé. Voilà. C'est très, très intéressant ce que tu dis parce que nous qui allons faire notre premier roulage demain, évidemment comme c'est notre premier qu'on ne sait pas ce que ça va donner rien, on a cherché l'équipement sur internet d'occasion parce qu'il faut quand même savoir que c'est quand même un gros budget. Et dis-toi dans des prix d'appel à autour de 100, 150, 200 €, on a des trucs troués. Donc évidemment les gars vont pas se précipiter pour dire je te vends ma combi, mais par contre pour info tu peux aller sur circuit, tu vas te faire recaler. Ça personne le dit et je pense que c'est important que les gens prennent conscience que
t'as pas de budget, prends peut-être un produit d'appel, mais pas de l'occasion troué parce qu'il y a marqué DNS dessus. Enfin, nous, on en a vu beaucoup perso, j'en ai vu beaucoup. Ça, et- c'est une demande au départ, quand j'ai commencé, qui a été très forte. C'est-à-dire, je débute, mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour quelque chose que je ne sais pas si ça va me plaire. Bon, alors je vous rassure, tous ceux qui commencent la piste, ils y restent. Voilà, Ah, ça c'est ça fait. m'en- Donc du coup, ils s'équipent après. Donc en fait, j'ai mis en place tout un système de location. C'est-à-dire que la personne, si elle n'a pas de combinaison, qu'elle a éventuellement une veste et un pantalon qui s'attachent tout autour de la ceinture, ça passe en cuir. Mais si jamais ça s'attache pas tout autour de la ceinture, j'ai déjà eu juste le zip derrière. La personne a commencé un petit peu à lever, et là on voyait le bout de gras qui sortait. Donc du coup sur circuit, ça va partir. Dans le bac à gravier, ça fait mal. Ça va faire mal. Donc du coup, je propose à la location tout, combinaison, casque, gants, bottes et dorsale. Alors, juste pour préciser, on est d'accord que le problème c'est les gants qui arrivent à mi-poignet, c'est ça? C'est quoi le... Dès qu'on écarte les bras, si on voit de la peau, c'est pas possible. Donc il faut, moi je préconise des gants en cuir qui reviennent bien au-dessus des manches. Voilà. Et ça, c'est souvent les types racines. Sur route, on en voit très peu. C'est plutôt, ils s'arrêtent juste au niveau de la manche. Et nous, on voit vraiment des types racines. En gros, on protège tout. D'accord. Et pour les chaussures, on est d'accord, c'est pas juste malléole, c'est bien plus haut que ça. Oui, c'est mi-mollet. Mi-mollet, des bottes. Et moi, je préconise aussi coquer au niveau des malléoles. Parce qu'on peut avoir des bottes en cuir. Par exemple, je peux accepter un débutant qui vient avec des Rangers. Les Rangers, c'est des chaussures qui sont quand même très costaudes. Et surtout, elles sont en cuir. Le souci, c'est que s'il y a une petite chose, une petite glissade ou autre, il n'y a pas de problème, que la malléole, elle n'est pas forcément super protégée. Il faut que la moto te tombe sur la jambe. Ça peut arriver, ça peut arriver. Pour les gens qui viennent te voir, qui viennent s'inscrire, dans quel état d'esprit ils sont quand ils arrivent? Est-ce que tu as des gens qui viennent pour la gagne, c'est des têtes brûlées, des gens qui ont l'air perdus, des gens qui ont peut-être même pas leur place ici? Qu'est-ce que tu as vu comme profil psychologique, on va dire? Alors, à contrario de ce qu'on pourrait penser, Quitte à en virer. oui. On pourrait penser que j'ai plus de Jackie, les mecs qui viennent vraiment pour se tirer la bourre, l'arsouille, tout ça. Tu te calmes, Kevin, tu te calmes. Et en fait, à contrario de ça, j'ai plus de sous-estimation que de surestimation. Pourquoi? C'est très simple. Parce que la personne qui va se surestimer, quand on va la voir sur circuit, par rapport aux autres, je prends un exemple, un débutant qui n'a jamais fait de piste, et tout de suite qui va s'inscrire en moyen, voire confirmé, parce qu'il roule soi-disant vite sur route. Mais on va voir comparé aux autres qui ont l'habitude, on va le voir tout de suite. Donc du coup, on peut le montrer du doigt. On peut le sortir, on peut lui dire, mais surtout, son ego, il en prend un coup. Donc j'ai beaucoup plus de sous-estimation, qui est aussi un danger, parce qu'un expert qui se sous-estime et qui se met en confirmé parce qu'il ne connaît pas le circuit, parce qu'il a changé de moto, ça c'est une anecdote aussi, j'ai changé de moto, mais il y a toujours deux roues, l'accélérateur il est à droite. Oui, allez vas-y. Et du coup, la surestimation, il y en a très peu. Mais par contre, un débutant qui vient rouler la première fois sur circuit, il se met en débutant. Vraiment, un pilote qui même si, je dis à chaque fois, même 40 ans d'expérience sur circuit, c'est débutant. Et après, on le fait évoluer en fonction du rythme. Et d'ailleurs, tu nous expliquais que toi, alors c'est un système qui est propre à Vitesse Performance, mais en fait, tu as la capacité à regarder les chronos en plus des gens au cours de la journée et éventuellement de réorganiser les groupes si jamais il y a des gens qui roulent plus vite que prévu. Ou... C'est une qualité de roulage que j'ai amenée parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes années d'expérience, on faisait tout avec une équipe de commissaires au top, le circuit qui a les vidéos, et on était vraiment très focus sur les différences de niveau. Mais on prenait que les extrêmes. C'est-à-dire qu'on prenait vraiment que ce qu'on voyait. Et au fur et à mesure, donc ça c'est après tout le côté juridique, parce que organiser des journées de roulage, c'est pas que vendre des places et louer le circuit, c'est toute une partie juridique qui est cachée bien sûr. Et ça, en accord avec la FFM, la Fédération Française de Moto, en accord aussi avec tout simplement la loi, j'ai mis en place en fait des chronomètres, des étiquettes qui permettent donc ce sont des transpondeurs qui permettent de chronométrer chaque pilote et d'avoir ce retour d'information. En fait, c'est tout simplement un système dérivé de la compétition. Et je dis dérivé parce que c'est pas tout à fait le même. Je suis pas aussi fiable en termes de nombre de tours. Je suis fiable sur les chronos, mais pas en nombre de tours, que les transpondeurs de compétition, où là, c'est comme au GP, si on voit, je sais pas moi, Marquez, à qui on fait louper un tour parce que le chrono il n'a pas fonctionné. Ouais. Ça va être la merde. Donc du coup, ce retour d'info, il est super important parce que ça me permet de reclasser tous les pilotes. Voilà. Encore aujourd'hui, j'ai des personnes, pas beaucoup, comme je disais tout à l'heure, qui sont surestimées, qui sont mis en moyen.
et que j'ai fait redescendre en débutant parce qu'ils n'avaient pas forcément le rythme pour être en moyenne. Et puis beaucoup, j'ai fait passer dans les niveaux supérieurs. Donc c'est aussi une tranquillité pour finalement les gens qui viennent et qui sont pas trop, qui ont tendance un peu à se surestimer. On peut commencer en débutant et si vraiment on voit que ça roule bien, on est upgradé pendant la journée. Ouais, je suis très exigeant sur ma catégorie des débutants. Souvent, j'ai des débutants qui me téléphonent et on en parle. Et pour les rassurer, en fait, je leur explique qu'en étant très exigeant, je fais très attention à justement ne pas avoir des pilotes que je connais. Donc, j'ai un système d'alerte sur mon site, moi de mon côté, qui me permet de voir, tiens, j'ai un expert qui s'est inscrit en débutant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de place en expert. Donc du coup, il reste une place en débutant. Oui, alors moi, je suis pas à 100 € près parce qu'une vie, ça vaut pas 100 €. Voilà, la journée de roulage, c'est 120 € et du coup, une vie, ça vaut pas 100 €. Donc généralement, je l'appelle, je lui demande si c'est pas une erreur parce qu'il y a un menu déroulant, donc on peut éventuellement faire d'erreurs. Maintenant, j'ai mis plein de systèmes qui font que on ne peut pas. Donc généralement, je lui explique comment ça se passe la vie parce qu'il me connaît pas et du coup, je l'enlève de la journée. Si je peux le recaser en expert, je le fais. Mais du coup, mes débutants, ils sont que avec des débutants. Et au fur et à mesure de la journée, et vous allez voir demain, sauf si vous montez en moyen, bien sûr, en fait, j'ai de moins en moins de débutants, en fait. C'est-à-dire qui vont rouler sur la piste. Donc, à la fin de journée, entre ceux qui ont arrêté, ceux qui sont montés en moyen, ceux qui ont eu un petit problème mécanique, machin, il me reste très peu de personnes qui roulent. Et là, c'est un kiff total, quoi. Parce qu'on est vraiment sur un rythme grandissant. Parce qu'on le réalise peut-être pas assez, mais finalement, avoir quelqu'un de trop expérimenté dans un groupe de débutants, c'est un danger aussi par rapport à la sécurité sur la piste, quoi. C'est un loup dans la bergerie, quoi. Ouais. Quand on va sur circuit et que tout d'un coup, il y en a un qui dépasse très vite, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on va prendre un virage, on s'attend à le revoir, en fait. Donc on ne prend pas de plaisir, on n'est pas focus sur ce qu'on fait. Et puis c'est dangereux, quoi. Puis on rappelle ce que tu disais, il n'y a pas de rétro, l'idée c'est on regarde devant, celui qui est derrière est responsable, donc comme au ski, et ça c'est vrai, nous on n'en savait rien quand on est arrivé là. Quand tu me dis il n'y a pas de rétro, je dis justement j'ai eu envie de surveiller parce que j'ai pas envie de me faire rentrer dans le cul, et non, en fait c'est pas comme ça que ça marche. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est effectivement de garder ses rétros et de regarder dedans. Le problème c'est que j'enfonce des portes ouvertes, hein. Si on regarde derrière, on voit plus ce qui se passe devant. Et le virage arrive très vite. À défaut de la route où on peut gérer frein arrière, frein avant, on angle mort. Non, la vitesse, on est focus dedans. Donc, erreur à éviter, je vais dire vraiment de garder cette sécurité qui est importante sur route, de la transvaser sur la piste, par exemple, angle mort. Voilà. Je vais prendre un virage à droite, je vais d'abord vérifier s'il n'y a personne à droite. Non, on y va. On accepte le fait d'être avec les autres. Alors moi je dis tout le temps, sur route, on conduit pour les autres. Et sur circuit, on pilote avec les autres. Et ça, c'est une très grande nuance qui est vraiment importante. Et c'est quoi pour toi une vraie grosse connerie à pas faire sur circuit et quitte à en avoir viré certains? Alors, grosse connerie, quand on va parler grosse connerie, c'est vraiment parce que ça a mis en insécurité soit lui-même, la personne, ou soit une autre personne. Si on reste sur les débutants, grosse connerie dès le départ, on va dire qu'ils sont propres. Il n'y a pas vraiment de grosses conneries, parce que déjà, on a tous l'appréhension de partir en tant que débutant, donc déjà on se gère soi-même. On a envie de pas mourir. Sinon, on est un peu plus sur les grosses conneries, sur les autres niveaux. J'ai déjà eu une personne qui est arrivée avec une moto d'un autre et qui allait hyper vite, qui connaissait pas la moto et qui a failli se mettre au tas et qui a failli mettre au tas les autres. Donc ça, direct, moi je gicle et hop, c'est parti. J'ai coupé le bracelet de la journée et il a dégagé. Donc ça, c'est grosse connerie. Après, tout ce qui va être dépassement en tant que débutant, on fait attention aux autres, on est responsable de celui qui est devant. Ça, je l'explique bien au briefing. Généralement, en débutant, c'est vachement bien respecté. Voilà, donc, on peut venir sans crainte là-dessus. Il y aura toujours des personnes qui vont moins bien comprendre les consignes de sécurité, mais on est là pour leur rappeler. Voilà. Piste, c'est pas non plus un endroit pour faire du stunt, donc les wheelings, on évite, c'est ça? Alors les wheelings, on évite. Les wheelings, on va dire fait exprès, 1m50, la roue avant, 1m50 de l'asphalte, non. Par contre, effectivement, on a des experts qui vont effectivement délester la roue avant. Alors je parle expert, pourquoi? Parce qu'on le voit un peu plus, parce qu'il y a plus d'accélération, donc ça déleste. Mais non, j'ai déjà eu un gars qui est parti avec une ancienne moto de gendarmerie sur la voie de rentrée. Voilà, c'était un débutant et
il n'avait pas du tout compris les consignes. Enfin, en tout cas, je pense qu'il les avait compris, mais qu'il les a pas appliquées. Selon les syndicats ou selon la police? Et qui a fait un wheeling sur toute l'entrée du circuit. Voilà. Donc c'est Là, simple, c'est il a fait un tour. Ouais. Il a fait un tour, alors non, je suis pas non plus un monstre, mais il a fait un tour. Il n'a pas mis en jeu la vie de quelqu'un, parce que bon, voilà, il l'a pas fait sur le circuit, c'était vraiment sur l'insertion. Donc on lui a fait faire un tour, on l'a fait sortir, on lui a expliqué que ça c'était pas possible, parce que pour l'adhérence maximum, il faut avoir les 2 roues. Voilà. Et il est reparti, et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, erreur de débutant, pas de wheeling dans la voie des stands. Ni sur le paddock, Ni sur le paddock. voilà, on reste, voilà, en fait c'est des journées vraiment loisirs, on est sur du gentleman driver, on est là tous ensemble pour passer une super journée et de rentrer à la maison le soir, voilà, avec le smile, quoi. Ouais. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, une erreur de débutant, ça peut être de considérer les chronos que tu donnes comme indicatifs sur le circuit, parce que tu donnes pour chaque niveau finalement des chronos comme étant des objectifs finalement. C'est un point que j'insiste vraiment beaucoup sur, que ce soit au téléphone avant avec des débutants ou sur le briefing. Dans mon briefing, je vais parler des transpondeurs, donc il y a ce retour chrono. Ce retour chrono, il peut être aussi qualitatif que néfaste pour certains. C'est la différence entre la référence et l'objectif. Moi, mes journées de roulage, c'est vraiment le chrono, c'est une référence. Je vais rouler. Moi ensuite, je vais avoir, les pilotes débutants vont rouler avec les autres catégories. Je vais prendre les références et je vais pouvoir réajuster pour avoir des groupes le plus homogènes possible. Le plus grand danger sur un circuit de vitesse, c'est les différences de rythme. Donc du coup, je vais pouvoir réajuster. Le problème, c'est que si le pilote sur le circuit commence à se prendre pour un top pilote et qui veut commencer à claquer des pendules, donc devenir un objectif, voilà, pour passer en moyen, il faut que je fasse moins d'une 18. Et je vais faire moins d'une 18. Généralement, ça se passe super mal, parce qu'on est au-dessus de ses pompes, on sort on se prend pour un pilote qui n'a pas la technique, et du coup, ça se finit généralement dans le bac à graver. Ouais. Erreur de débutant. Erreur de débutant, surtout. Je dis tout le temps, il ne faut pas aller trop vite, trop vite. Il y en a beaucoup des accidents ou pas? En proportion? Alors, quelle référence? En fait, c'est là où... Je sais pas, comme tu disais, que nous les débutants, on arrive avec beaucoup d'appréhension. Pourquoi? Parce que là, c'est open bar sur la vitesse. On n'a aucun repère qui soit en accord avec ce qu'on connaît sur la route, avec le code de la route. Donc pour moi, il y a tous les facteurs, tous les voyants en vert pour se foutre au tas. Qui plus est, nous, on arrive sur des motos. Alors nous, demain, ça va être sur de la 800, sur la Super Veloce, sur de la F3. Techniquement, je me dis, il y a quand même de fortes chances que je me foute en l'air. Alors c'est vrai, les portes sont ouvertes. Mais je peux vous assurer, avec toute l'expérience que j'ai par rapport au stage de pilotage que j'ai fait, c'est que le débutant qui arrive, pareil, 3 mois de permis comme 40 ans, les premiers tours de roue, il ira toujours moins vite que sur autoroute. Et ça, c'est flagrant. Ensuite, bien sûr, on commence à connaître la piste, on sait que ça tourne à tel endroit, à gauche, à droite, ça va tout droit, et on commence à prendre de la confiance. Donc là, les portes, effectivement, elles sont toujours ouvertes. Et c'est là où en fait, le coaching, l'encadrement, le suivi d'un formateur est très important pour permettre à un moment donné de dire « Oh, attention, là, la porte elle est ouverte, mais il ne faut pas la prendre, sinon ça va chuter. » D'accord. Donc c'est toi qui es là, parce que c'est la question qu'on m'avait posée après, mais justement en tant que formateur pour dire « Bah voilà, tel virage tu rentres en 2, en 3, là tu peux aller à telle vitesse, repère de freinage là-bas. » Alors que nous, on va faire du roulage par exemple, c'est comme tu dis, on va faire nos petits repères à Visto des Nas. Et ça va s'arrêter là. Ouais, c'est la différence entre le roulage. Donc, vous avez une session qui part où là, il y a une trentaine de pilotes qui vont partir ensemble par vague. Et ils sont pas encadrés en termes individuels. Après, on peut prendre un stage dans le roulage pour être encadré avec un formateur. Ça peut être en mini-groupe, donc 3-4, ou vraiment individuel. Et là, effectivement, là, on donne les infos techniques. Mais après, ça, donc, bien sûr, c'est une option, donc c'est payant, supplémentaire. Mais après, quand je regarde les chronos, quand j'ai le retour des chronos, pour certains, je vois aussi quand je fais les réajustements, je ne prends pas que le meilleur chrono. Je regarde tout ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que si je vois qu'en débutant, il n'a pas fait des chronos qui permettent d'aller en moyen, je vais quand même voir qu'il a fait un chrono qui n'est pas trop mal. Et peut-être que c'est une personne qui est très responsable, qui est très respectueuse et qui du coup ne double pas. Mais par contre, il a le niveau pour aller en moyen. Et en parlant avec lui, parce que je vois beaucoup aussi des pilotes, en parlant avec lui, je vais lui dire maintenant on va passer en moyen. Et du coup, là effectivement on a la bonne catégorie.
Donc il y a toujours de l'humain derrière les chronos, toujours. Ok. T'analyses les sections aussi, dire là, je t'ai vu à Non. tel endroit. Non, là on est vraiment sur un tour Ok. chrono. Il n'y a pas de partiel, quoi, il n'y a pas de secteur. Écoute, ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est pour les gens qui sont pas forcément familiers de ce type de journée roulage, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe typiquement une journée roulage quand on arrive, alors il y a un certain nombre de formalités aussi administratives. Enfin, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se passe pour qu'éventuellement les gens qui veulent essayer puissent se projeter un peu sur Alors, le déroulé. c'est très simple, vraiment. Déjà, tout ce que je dis là, vous pouvez tout récupérer sur le site de Vitesse Performance parce que j'ai vraiment tout détaillé pour que quelqu'un qui ne connaît pas du tout arrive à s'en sortir. Mais c'est vrai que l'info au dialogue, c'est mieux. Donc en fait, une journée de roulage, c'est tout simplement un motard de la route ou pas. Parce que ça, on n'a pas parlé, mais on peut venir sur circuit avec le permis ou sans le permis. Donc quand on n'a pas le permis, on passe ce qu'on appelle le CSM, Certificat d'aptitude de sport motocycliste. C'est possible de le passer à partir de 11 ans, il est valable à partir de 12 ans. Et c'est entre guillemets le permis piste. Voilà. Donc ça permet ensuite de venir rouler sur la piste. Je nuance. Sur piste, ça je tiens à le préciser, le permis n'est pas obligatoire, ni le CSM. Je prends l'exemple, mon fils, qui à partir de 10 ans a commencé la piste, il n'a pas le permis, il n'a pas le CSM. En fait, c'est juste une question d'assurance pour certains, mais aussi moi c'est pas une question d'assurance, parce que tout le monde est couvert au niveau assurance, mais c'est aussi une question d'habileté. C'est-à-dire que en prenant que des permis ou des CSM, je m'assure que tous mes participants ils aient au moins été vus par soit un examinateur de la route ou soit un brevet d'État. Parce que c'est les brevets d'État qui font passer le CSM. Donc du coup, c'est pas un gars qui tout d'un coup, avec un groupe de potes, s'est dit « Putain, moi je vais me mettre à la moto et je vais y aller. » Je suis un fou furieux. Donc voilà, donc déjà ça, avec le permis moto, on peut venir et en s'inscrivant sur le site. Donc une journée de roulage, c'est simple, c'est 5 sessions de 20 minutes par catégorie de niveau. Expert, confirmé, moyen, débutant. À partir de là, on vient avec son propre équipement, sa propre moto, et on a accès, donc pour 120 €, à ces 5 sessions de 20 minutes. L'administratif, il est très simple, on monte son permis de conduire. On récupère un bracelet pour la couleur de son niveau. Et ensuite, il y a des horaires qui sont très précis. Et 5 minutes avant, le circuit fait un appel au niveau du micro. La session des débutants va commencer. Et donc on se présente en pré-grille, donc tout simplement les uns à la suite des autres. Et là, on fait partir par vague. Et au bout de 20 minutes, on met le drapeau à damier et on sort et on attend la prochaine session. Donc il y a 2 sessions le matin, 3 sessions l'après-midi. D'accord. Et le matin, il y a aussi du coup un briefing où quand même il y a cette séance où finalement on reçoit aussi des instructions qui vont permettre de comprendre aussi un peu ce qui se passe. Sur piste, il y a des commissaires, ils ont des drapeaux, tout le monde n'est pas forcément familier avec ça, quoi. Donc ça, c'est un passage obligatoire pour tous les pilotes. Alors en amont, je reviens sur le site internet, quand on s'inscrit, en fait, on accepte, donc, bien sûr, c'est comme tout site internet, les conditions générales de vente, mais pas que. Dans ces conditions générales de vente, il y a le règlement sportif de Vitesse Performance. Ça, c'est un règlement que j'ai mis en place. C'est tout simplement toutes les règles à appliquer sur le circuit et en dehors du circuit. Par exemple, je prends un exemple, mais très bateau, hein. Moi, je suis très vigilant sur le fait que quand on se déplace en moto sur le paddock, on met un casque. Comme j'ai dit au briefing, on met toujours un casque. On montre à tous les minots du paddock que quand on est sur une moto, moteur allumé, on met un casque. Donc ça, on a eu des accidents aussi là-dessus. Hein. On a eu des pilotes qui ont chuté sans casque. Ça s'est pas très bien passé sur le paddock. Hein. Donc du coup, dans ce règlement sportif, il y a toutes les règles. Ces règles, ensuite, je les redonne le matin au briefing, avant le premier départ des experts, parce qu'en fait je fais commencer par les experts, ensuite les confirmés, les moyens et les débutants. Comme ça les débutants ils ont le temps d'arriver, de voir déjà, voilà, de voir comment ça se passe, de faire le pipi de la peur, tout ça c'est vraiment le classique. Dégueulis sur la piste. Et du coup, en fait, je fais un briefing, je rappelle toutes ces consignes de sécurité. Je donne aussi des conseils de pilotage parce que on est sur la chauffe des pneus, donc il faut d'abord faire la pression des pneus avec un professionnel que j'ai ici qui donne toutes les mesures des pneumatiques, les pressions. Ensuite, les conseils de pilotage surtout sur les dépassements, parce que les dépassements, c'est vraiment un thème qui est récurrent, qui peut poser beaucoup de problèmes de sécurité. Après, quand ça se passe bien, les dépassements sont propres, il n'y a pas de souci. Et aussi je rappelle les consignes de sécurité sur les drapeaux. Donc les drapeaux, c'est simple, hein, c'est un peu comme le code de la route. Il y a du jaune, il y a du rouge, et après il y a le drapeau à damier. Voilà. Donc à chaque drapeau, on doit faire des choses, on doit être vigilant, on doit sortir ou pas de la piste. Ça reste très simple et
c'est vraiment important. Voilà. Écoute, j'ai une question qui peut peut-être servir de conclusion. Aujourd'hui, là, on est donc sur le circuit de Haute-Saintonge. Est-ce que c'est un circuit qui est bien adapté pour des débutants? Enfin, j'imagine que selon les types de circuits aussi, il peut y avoir des affinités par rapport à d'autres. Est-ce que c'est un circuit qui est rapide? Il est comment ce circuit? Ouais, c'est une super question ça, parce qu'en fait, avec moi j'ai fait beaucoup de circuits. J'ai vraiment connu de petits circuits à l'époque de Bordeaux, Mérignac, jusqu'au Mugello, en passant par Le Mans, tout ça. Le circuit de Haute-Saintonge fait 2 km 2. Il a une portion technique qui est en dévers, avec une ligne droite des stands qui fait plus de 700 mètres, et avec une fameuse montée, donc un sommet de côte, qui, comme je dis à chaque fois, c'est l'endroit le plus couillu du circuit. Parce que tu délestes et du coup tu perds en adhérence. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, on ne voit pas ce qui se passe derrière. C'est un aveugle. Et ensuite, il y a un grand virage à droite. Donc, c'est un super circuit pour les débutants, parce qu'en fait, il n'est pas très long. 2 km 2, si on prend Le Mans à plus de 4 km, enfin les circuits de GP qui sont à plus de 4 km, ils sont beaucoup plus physiques et surtout ils sont beaucoup plus larges, donc on est très vite perdu sur des grands circuits. Je dis pas qu'on peut pas y aller, mais un circuit comme le Haute-Saintonge, eh ben, il a les portions techniques qui sont sympas, il a un peu de dévers, il a donc cette fameuse sommet de côte où là ça fait vraiment une sensation un peu de montagne russe, quoi, et on le prend à la vitesse qu'on veut. Donc franchement c'est un circuit adapté. J'ai pas compté le nombre de kilomètres, j'aurais pu, mais en gros pendant 10 ans j'ai fait à peu près en moyenne entre 5 et 8000 km sur circuit. Voilà. Donc ça fait des bornes. T'en as vu quelques-uns. Ouais, ça fait des bornes. Donc vraiment et je le vois, mais pour le débutant il est top. Encore aujourd'hui, j'ai une débutante qui vraiment, je l'ai eu au téléphone, là on est vraiment sur les erreurs à ne pas commettre, elle m'a posé pas mal de questions, comme vous deux. Donc je l'ai rassurée, là elle s'y est mise. Ce matin elle tremblait. Elle était à 2 doigts de repartir, de tourner les talons, donc on l'a rassurée. Et elle avait pris le coaching, c'est ce que je lui avais vraiment préconisé par rapport à sa pression vraiment intense, son anxiété, tout ça. Et à la 5e session, elle était encore un peu en train de trembler des mains, mais là c'était l'adrénaline du bonheur en fait. C'est vraiment parce qu'elle avait le smile et tout, et je lui ai dit alors, je reviendrai, voilà, tout simplement. Voilà. Ah, c'est top. Ouais. Voilà. Parfait. Bon, je pense qu'on a fait le tour du périmètre. Peut-être que si tu as des idées de questions qu'on n'a peut-être pas posées, je ne sais pas. Non, après, c'est vrai que voilà, dans les légendes urbaines qu'on a parlé, au tout début, moi je le dis souvent, c'est au briefing, j'ai eu des personnes qui ne sont pas venues sur circuit à cause de ça, c'est le casque. Le casque au niveau de la boucle D et le clips. Ouais. Et quand j'entends une personne qui ne peut pas venir à cause de ça, ça m'érisse le poil. Donc en gros, c'est simple, c'est un casque qui est homologué en France, donc avec la norme ECE et 2205, qui aujourd'hui est passé à 2206. Que ça soit boucle D ou clips, il est homologué le casque. Donc le on m'a dit que j'ai pas le droit de venir avec un clips, on est un con. Voilà, on l'écoute pas. On va à la source. Je préfère couper. Les gens ils m'appellent, ils me disent est-ce que je peux avec tel équipement, avec tel équipement. Oui, sachant que par contre, il peut y avoir différents marquages. Je sais que sur les casques français, c'est E2. Tu peux avoir E5. Alors ça n'empêche pas l'homologation en fait. C'est juste le pays en fait, d'où c'est fait. L'homologation, elle est quand même sur CE et 22.0.5 et 6. Et ça, c'est marqué où exactement? Dans l'étiquette, sur l'étiquette, sur la jugulaire. En théorie, c'est sur la jugulaire, mais sinon, ça peut être une étiquette dans le casque. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver sur le roof. Alors, le casque de livreur de pizza. Le roof, je sais pas. Non, du coup, je l'ai pas pris. Dans le doute, j'ai dit non, laisse-le. Mais si jamais le casque, l'étiquette, ça arrive en compétition, c'est avec la sueur, avec l'utilisation, elles sont tout simplement, il n'y a plus d'imprimé dessus. C'est simple, il faut appeler le constructeur du casque et il donnera l'information. Tel modèle, tel casque acheté, voilà. Et ça, il le donne. Parce qu'en compétition, on a ça. Bon, nous on est prêts du coup. Hein. Voilà, on verra ça demain. On va faire un gros dodo et puis. Je pense que d'ici là, on aura eu l'occasion de mettre quelques images d'incrustation parce qu'on essaiera de prendre des images demain. Puis voilà. Ouais. OMG, ça tourne mal. En tout cas, merci Loïc. On va stresser les gars. Pas tant. Je vous ai pas rassuré là? Ouais, si. On a quand même de sacrées motos pour démarrer. Hein. On démarre pas avec un ER5 quoi. Ouais, c'est vrai que quand Thomas nous a proposé de venir, on s'est dit nous, voilà, on y va quoi, clairement. Mais sur voilà. Quoi? Une
Une F3, ok, ça marche, ok. Super Veloce, nickel. Des Bon. motos à 3 euros, ça va le faire. Non, franchement, la plus grande contrainte du départ, c'est soi-même en fait. Ah c'est oui, soi-même. C'est pas la moto. La moto, elle fera que ce que vous lui demanderez de faire. Voilà. Bon. En tout cas, on rappelle à tous ceux qui nous regardent que si on veut plus d'infos sur tout ça, il y a ton site, donc Vitesse Performance, qui permet de... c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu finalement sur tout ça, on retrouve des informations assez pratiques. En fait, sur à la chaque page question que les clients me posaient, je le notais et je le mettais en place sur le site. Parce qu'il n'y a pas de questions connes en fait. Bah ouais, non, c'est clair. Donc le site, on le mettra en description du coup de la vidéo, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Nous voilà, on conclut l'épisode, on va aller se coucher et faire une bonne nuit. Ouais. On espère qu'on se reverra dans 15 jours en un seul morceau, n'est-ce pas? C'est ça. En tout cas, d'ici là, vous nous retrouvez comme d'habitude, donc surtout sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Vous retrouvez aussi nos shorts de micros-essais de moto sur Instagram, sur TikTok. Ouais. Et puis voilà, abonnez-vous, lâchez un like si le contenu vous a plu. Même s'il ne vous a pas plu, vraiment. Et puis n'hésitez pas en commentaire à poser les questions que nous on n'aurait pas posées. On essaiera peut-être d'obtenir des réponses si jamais on a vraiment oublié quelque chose. Et puis même on salue les haters, s'il y en a, Voilà. on vous attend On vous aime. à bras ouverts. On vous aime. Exactement. Bisous sur le front. En tout cas, merci de nous avoir regardés. C'est toujours un plaisir pour nous du coup de continuer à découvrir d'autres thématiques de la moto. Donc là pour nous c'est une première. Et puis on se dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode sur une thématique encore complètement différente. À bientôt, bonne route. Salut.